Bonjour à tous, merci de suivre ce webinaire qui questionne les liens entre Covid-19 et environnement. L'idée, c'était de voir en quoi la pandémie est liée aux dégradations causées par l'espèce humaine et particulièrement à l'effondrement de la biodiversité. Et cela, nous allons le voir avec le biologiste Gilles Boeuf qui est avec nous pour nous détailler tout cela. Et puis par ailleurs, on a pu observer que les mesures de restriction prises pour lutter contre la pandémie et notamment les confinements avaient pu avoir des effets positifs sur l'écologie et notamment en matière de qualité de l'air. Et cela, Cathy Clairvaux, qui est donc professeure en sciences de l'atmosphère à Sorbonne Université, elle a pu l'observer de très près et puis elle va pouvoir nous en parler. Alors l'idée, c'était également de réfléchir aux leçons environnementales qu'on pouvait tirer de cette crise et puis de voir avec nos intervenants si on va vers une prise de conscience et si cette crise va peut-être nous permettre d'entrevoir des solutions pour appuyer tout simplement le développement durable et puis pour freiner peut-être les dégradations faites à l'environnement. Je vous rappelle donc que vous pouvez tout à fait poser des questions. On prendra les questions du chat une fois que nos intervenants auront déroulé leurs exposés et puis qu'ils auront échangé entre eux sur ces questions. Si vous avez des questions, donc, vous les adressez au chat, vous les adressez à Relations, Sciences, Culture et Société. Et puis moi, derrière, je pourrai les récupérer et les poser à Gilles Boeuf et à Cathy Clairvaux. Je vous rappelle aussi que donc, ce webinaire va être diffusé, enfin, est enregistré et sera diffusé ultérieurement sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire. On va démarrer donc avec vous, Gilles Boeuf. Vous êtes biologiste, vous êtes professeur émérite en physiologie environnementale à Sorbonne Université. Et je vous laisse nous en dire plus sur les liens entre les dégradations de l'environnement et la pandémie de Covid-19. Bonjour à tous et bien merci de m'avoir invité. D'abord à rédiger une partie de l'ouvrage que nous évoquions tout à l'heure. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai présidé 7 ans le Muséum national d'histoire naturelle, donc tout en étant professeur à Sorbonne Université, et ces questions nous préoccupent depuis longtemps. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question de l'effondrement du vivant. Moi, je ne parle pas trop d'extinction, parce qu'en fait, ce qu'on vit, c'est un effondrement du nombre des individus dans les populations sauvages, toutes espèces confondues, hein. Bien sûr, les champignons, les arbres, les animaux également, et à une explosion du domestique. Alors voilà, on est là-dedans, et puis on se pose des questions depuis maintenant une vingtaine d'années, parce qu'on s'est pris quelques pandémies depuis 2000. Je vous rappelle que la plus sérieuse a été il y a juste un siècle, la pandémie liée au H1N1, qui était née aux États-Unis à partir d'une transmission à partir des canards. Et vous allez voir qu'on va sans arrêt dans des systèmes. Une zoonose, c'est quoi? C'est une maladie qui passe d'un animal à des humains. Une grande partie des maladies de l'humain aujourd'hui sont des zoonoses. Et surtout, depuis 1940, on connaît à peu près 300 maladies nouvelles en France. Presque les 3/4 sont des zoonoses. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 causes essentielles. Nous sommes de plus en plus nombreux, donc on s'offre bien sûr à ces virus, à ces bactéries, à ces protistes. Et puis aussi, on fait tout et n'importe quoi. Alors on est dans en ce moment un environnement où je pose souvent la question de notre intranquillité, qui est liée en fait à 2 aspects. D'une part, l'accélération du changement climatique, on en parle beaucoup, hein. Et puis la seconde, c'est cet effondrement du vivant que j'évoquais tout à l'heure, dans lequel nous sommes. Comment est-ce que ces caractéristiques-là, ces faits-là, vont interférer sur la santé publique? Vous savez, depuis quelque temps aussi, on est tous mobilisés sur un projet que les Nations Unies avaient lancé il y a maintenant presque 20 ans, qui s'appelle One Health. Annick Clément, on connaît bien ce projet. Une seule santé. Mais ce n'est pas que animaux et humains, c'est écosystème, un arbre aussi. Il peut être malade et les plantes aussi sont malades, les champignons sont aussi malades. Même les micro-organismes peuvent être aussi malades. Et puis, comment ceci peut-il interférer? Alors, ce qu'il faut rappeler, bien sûr, à nos auditeurs, c'est que dans cet effondrement global des espèces sauvages, cette explosion du domestique, 23 milliards de poulets aujourd'hui sur la Terre. La biomasse de poulets est plus grande que la biomasse des 10 000 espèces d'oiseaux sauvages qui existent sur la Terre. 1,3 milliard de vaches, 3 milliards de cochons. Donc, on est dans la démesure. Et vous allez voir que la Covid-19 est un merveilleux symptôme de cette démesure, pour 2 raisons. Alors, la Covid-19, c'est intéressant parce qu'il est nouveau. Alors, dans l'effondrement des espèces vivantes, tiens, en voilà un nouveau qui débarque. Le Covid-19, un coronavirus, et là, on est formel à Sorbonne Université, il n'a pas été inventé par un laboratoire. On va voir après. Ce qui est très clair, c'est que c'est un virus de chauve-souris, et on les connaît depuis longtemps. Ça fait 20 ans
que des collègues de Sorbonne Université vont dans les forêts du Cambodge, du Laos, de Chine aussi, dans les grottes de la partie Est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si la pandémie est apparue sur Wuhan, cette grande ville du centre de la Chine, la chauve-souris qui héberge ce coronavirus 19 n'est pas dans cette région particulière, elle vient d'une partie beaucoup plus à l'est, donc quelqu'un est allé la chercher. Ça, c'est intéressant, bien sûr, à observer aujourd'hui. Donc, un virus de chauve-souris, ce qui n'aurait jamais dû se produire, s'est produit, et ce qui aurait dû rester confidentiel dans une région de la Chine, a fait le tour du monde. Et c'est là qu'on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur cette humanité qui rend tout de façon mondialisée aujourd'hui. Ce sont bien les avions qui ont transporté le coronavirus partout, en un temps très court, quelques jours, quelques semaines. Le pays Taïwan, qui est en face de la Chine, a arrêté les avions chinois le lendemain du démarrage de l'épidémie. Eux, ils savaient que l'épidémie était là en décembre 2019. Les Chinois ont beaucoup menti dans l'histoire aussi. Ça n'a pas démarré à la fin janvier 2020. Et puis, tout est parti comme ça. On a mis 100 jours, nous, à arrêter les avions chinois. Donc, c'est là que, quelque part, il y a une démesure et puis il y a une réactivité qui a posé des soucis. Donc, ce que je voulais vous dire, en fait, cette intranquillité, elle vient du fait qu'on ne se comporte pas très bien. Regardons, on le fait beaucoup, nous, on a travaillé beaucoup avec Tara Océan, l'origine du vivant, une goutte d'eau de mer dans l'océan d'aujourd'hui, un seul océan, il contient des virus par milliards par goutte d'eau, des bactéries par millions et des protistes par centaines de milliers. Parmi ces protistes, le phytoplancton, ces petites algues qui nous construisent notre oxygène. On parle des forêts, bien sûr, mais le milieu marin produit largement autant d'oxygène que les forêts qu'on évoque en permanence. Eh bien, sans phytoplancton, ça ne se passe pas bien. Et ça, phytoplancton, bactéries et virus dans l'océan, c'est 98% de la biomasse. Vous imaginez un petit peu. Les poissons, les baleines, c'est que 2%. Une goutte d'eau de mer. Deuxième écosystème, c'est un sol, où que vous soyez. Les sols, c'est quoi? C'est à peu près 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare. C'est 3,5 tonnes de micro-champignons. Qui les connaît? Et puis, ces protistes, ces bactéries dans les sols, avec des tardigrades, des vers de terre, des nématodes, des colamboles, des acariens, ils font la vie des sols. Et aujourd'hui, nous avons tué la moitié des sols. Par nos deux aspects, la mécanisation terrible avec des machines beaucoup trop pesantes, et deuxièmement, bien sûr, les questions des produits chimiques inventés depuis les années 50, que sont les herbicides, pesticides, qu'on appelle biocides, les tueurs de vie. Après, on s'étonne que ces molécules font du dégât sur l'environnement. C'est la vraie question. Et le troisième écosystème dont je vais parler, avant de conclure, ça va être un humain, un bébé humain à la naissance. Ça nous touche beaucoup à Sorbonne Université. Quand le bébé humain vient au monde, au moment de l'accouchement, il a quasi un tube digestif qui est quasi axénique, il y a très peu de bactéries. Il est protégé, bien sûr, par le système de la maman. Et le vrai moment, c'est la rupture de la poche des os. Et c'est le moment précis où les micro-organismes qui sont dans l'utérus de la maman vont se précipiter, non pas pour contaminer ce bébé, mais pour l'ensemencer. Et on sait aujourd'hui que cette fraction de la vie d'un bébé qui naît, et je vous rappelle aussi qu'un bébé qui naît, c'est 3/4 d'eau, 3/4 de flotte, voilà. Et ça, on l'a oublié. Eau, bactéries. Et ce que Boris Cyrulnik appelle les 1000 premiers jours sont essentiels sur ce que vous allez devenir par la suite. Et bien voilà, dans ce cadre-là, effectivement, le coronavirus a trouvé sa place. Et quand on regarde aujourd'hui qui il cible, eh bien, il cible effectivement des gens, alors beaucoup plus de garçons que de filles, ça c'est intéressant à citer, et puis il cible aussi des personnes âgées, c'est très très clair, et il cible des personnes en surcharge pondérale, des personnes qui sont en diabète de type 2, en hypertension artérielle. En fait, il cible ce qu'on appelle la comorbidité, des gens qui, sans les moyens modernes de la médecine, ne seraient déjà plus là. Et voilà effectivement ce qui se produit. On a fait des progrès fantastiques qui permettent à l'humain de vivre plus longtemps, le but étant pas de vivre un maximum de temps, mais de vivre longtemps, dans de bonnes conditions, en très bonne santé, et d'amener les 8 milliards d'humains aux mêmes conditions, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. La durée de vie d'une Française, c'est 84 ans aujourd'hui, au Zimbabwe, c'est 46. La durée de vie d'un clochard à Paris, ce n'est pas 50 ans. Donc vous voyez que tout ça est très important, et le Covid, il est là pour nous rappeler un peu nos fragilités. Et c'est pour ça que je trouve absolument super intéressant ce qui se passe. Et bien simplement, ce qu'il faut qu'on regarde, et le Covid devrait nous y inciter, c'est nos relations avec le vivant, que l'humain accepte qu'il fait partie du vivant. Nous avons 2/3 d'ADN commun avec une mouche, je parle sur la partie codante du génome, 1/3 avec mes microalgues du phytoplancton. C'est là, on l'a oublié. On est fait d'eau, on est fait du même ADN, et puis chaque matin, dans notre lit, parce qu'on y a dormi, on trouve entre 1 et 2 millions d'acariens. Qu'est-ce qu'ils font là?
Mais ils sont là parce qu'ils vivent avec nous, en mangeant nos poils, nos cheveux, les cellules de la peau qui se desquament. Voilà. Et pour finir sur la biodiversité, on ne peut pas vivre sans elle, vous imaginez bien, parce qu'on ne mange que cela. Et on vient de le voir, on ne coopère qu'avec cela. Et quand la coopération ne marche pas, ça entraîne des cibles pour un virus comme le coronavirus. Ça, c'est super important. Alors, pourquoi des relations avec le vivant? Tout simplement parce que ces chauves-souris chinoises, là où elles étaient, il fallait, excusez le terme, leur foutre la paix. Il fallait les laisser là où elles étaient. On est allé les chercher, on les a ramenées vivantes, soit sur des marchés, soit dans des laboratoires. Et puis, cette mutation s'est produite, hein, c'est classique. On a eu le MERS il y a quelques années qui était passé par le dromadaire. Le premier coronavirus était passé par la civette masquée, un autre petit mammifère qu'on mange sur les marchés chinois. Et puis le Nipah, le West Nile. Toutes ces maladies-là passent par la promiscuité entre animaux sauvages, animaux domestiques et humains en grande quantité. Donc, ma conclusion, c'est de vous dire que regardons comment fait le vivant. Il innove constamment, en permanence, depuis la nuit des temps. Le vivant innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes. Le vivant, en plus, fait ça avec une énorme parcimonie d'énergie. Une libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts. Comment elle fait? Et on détruit les mares, bien sûr, aujourd'hui où elles vivent. Et enfin, la nature ne s'auto-empoisonne jamais. Elle produit des poisons extrêmement violents, bien sûr, mais elle sait les dégrader. Et nous, aujourd'hui, on est empoisonné par un tas de molécules qu'on a inventées et que ni le vivant ni l'humain ne savent dégrader. Le vivant fait du déchet. Mais ce déchet, il a toujours un acheteur en permanence. C'est ça, ce recyclage-là. Le vivant invente tout ça avec des éléments très simples. Et puis, le vivant ne gaspille pas les éléments rares du système. Donc, le coronavirus, je conclue là-dessus, nous incite à réfléchir, à se dire, voilà, comment 15 petits gènes d'un virus ont complètement désorganisé les 25-30 000 gènes de toute l'activité humaine, de 8 milliards d'humains. Donc, allez réfléchir un petit peu à tout ça, et à Sorbonne Université, on a les moyens de le faire. Et j'étais très intéressé par les apports tout à l'heure aussi, bien sûr, de notre ami qui va nous parler de la chimie de l'air. Ben réfléchissons, tirons parti pour que cet électrochoc produit par ce coronavirus, il est suffisamment méchant pour nous faire peur, il n'est pas assez méchant pour nous détruire. Hein. Et je terminerai par une jolie phrase inventée par des femmes, j'aime bien cela, comme l'intranquillité de Muriel Fliss du CNRS, c'est la myopie du désastre. On oublie les événements du passé, et ceux qui sont produits il n'y a pas très longtemps et qui sont rares, on finit par assimiler la probabilité à 0. Eh bien non, on savait qu'on allait se prendre une pandémie, et si on reprend comme avant, on va s'en prendre une autre, et peut-être qu'il y aura les jeunes la prochaine. Merci Gilles. Peut-être en 2 minutes avant de passer la parole à Cathy Clairbeau, vous avez parlé de zoonose. Est-ce qu'on peut revenir très rapidement là-dessus? Et est-ce que vous pouvez un peu nous détailler en quoi la chute de la biodiversité favorise les zoonoses? Pourquoi en fait la biodiversité nous protège un peu de tout un tas de maladies? Rapidement avant de Oui, venir à tout Cathy à Clairbeau. fait, c'est très clair pour nous. La zoonose, c'est le passage d'un pathogène, un virus, une bactérie, un protiste, hein, qui passe d'un autre animal, un chien, un chat, un cheval, une chauve-souris ici en l'occurrence, à l'humain. Bon, donc il se passe quelque chose qu'on appelle le saut d'espèce. On travaille beaucoup là-dessus. Pourquoi elle nous protège la biodiversité? Alors des gens me disent, ben, ça vient de chauve-souris, on éradique les chauves-souris. 1400 espèces, non, surtout pas. Si on le fait, on va avoir une énorme cible sur l'abdomen. Ces virus chauve-souris, vous croyez qu'ils vont partir comme ça? Ils vont s'attaquer à autre chose. Et on montre aujourd'hui que plus la biodiversité est riche, ça veut dire en nombre d'espèces différentes sur le même écosystème. Deuxièmement, au sein des espèces qui sont cibles de ces virus, de ces pathogènes, un nombre important d'individus, plus c'est pour le virus un parcours du combattant pour sortir. Si on diminue le nombre d'espèces d'un côté, si au sein de l'espèce que cible le virus ou la bactérie de l'autre, on diminue le nombre d'individus, on augmente ses chances de sortir. Donc, le fait d'en avoir beaucoup nous protège. Vous savez, c'est un peu comme un nuage des tourneaux ou bien un banc de poissons. Le système, c'est plus je suis au milieu de mon banc de poissons, moi, je me ferai bouffer. Alors, si effectivement, il n'y a plus de poissons, eh bien, on va s'en attraper beaucoup plus. Ce qu'on appelle la théorie de la dilution, publiée par Felicia Kissing dans Nature il y a maintenant une dizaine d'années. Très bien, merci beaucoup Gilles. Donc, je vais passer la parole à Cathy Clairbeau. Cathy Clairbeau, vous êtes directrice de recherche CNRS et professeure en sciences de l'atmosphère à Sorbonne Université. Et donc, je vous laisse vous parler de votre côté, plutôt nous parler des conséquences des confinements sur l'évolution de la qualité de l'air au cours des derniers mois et nous montrer peut-être que cette qualité de l'air, en fait, on a observé qu'elle a pu s'améliorer, mais pas que. Mais, merci Françoise et merci à vous tous qui êtes là pour nous écouter. Merci à Sorbonne Université d'avoir organisé ceci. Quand vous dites « je vais vous montrer », donc je vais vous l'expliquer plutôt, puisque l'idée de ces séminaires, c'est plus de parler que de montrer.
Et donc, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on fait avec mon équipe au Latmos et je vais vous montrer je vais vous expliquer ce qu'on a vu pendant cette période un peu compliquée de confinement. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on travaille sur des données satellites qui sont obtenues à partir de l'infrarouge. Et donc, c'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est du rayonnement infrarouge qui est émis par la Terre et qui va traverser différentes couches de l'atmosphère et atteindre les détecteurs du satellite. Et en traversant ces couches atmosphériques, ils vont réagir avec tout un tas de molécules qui composent l'atmosphère. Alors, vous avez tous entendu parler des gaz à effet de serre, vous avez tous entendu parler des polluants. Juste comme introduction, une grande différence, tous ces gaz en fait vont réagir avec la radiation infrarouge. Une grande différence, c'est que les gaz à effet de serre vont rester très longtemps dans l'atmosphère, ils vont bien se mélanger partout autour de la Terre. Donc s'ils sont émis par exemple au-dessus de Paris, le CO2 qui est émis au-dessus de Paris par différentes activités va pouvoir voyager en quelques semaines dans le même hémisphère et ensuite au bout de quelques mois, passer une année, va pouvoir même passer dans l'autre hémisphère. Ça, c'est vrai pour la plupart des gaz à effet de serre. Si on distingue les polluants, c'est plus local. Les gaz à effet de serre, ils n'affectent pas directement la santé, mais ils vont avoir un impact sur la température de la planète à long terme. Les gaz comme le CO2, le méthane, le N2O. À l'inverse, les polluants, ce sont des gaz réactifs, c'est-à-dire qu'ils sont détruits chimiquement dans l'atmosphère, ils sont beaucoup plus réactifs que les gaz à effet de serre. Ils vont avoir un impact local et ils vont aussi éventuellement avoir un impact sur la santé. Et donc, nous, ce qu'on fait avec mon équipe basée à Jussieu, c'est observer par satellite les variations dans les concentrations des polluants, donc des gaz réactifs. Et donc, on voit toute la Terre tout le temps avec le satellite. Le satellite, il passe partout chaque matin et chaque soir. Et il va nous permettre de générer des cartes de ces polluants. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'habitude? On voit en permanence, là, par exemple, la Chine qui est rouge. Alors, rouge, c'est la couleur, attention, concentration élevée de gaz. Et donc, on voit tous les jours, la Chine avait des concentrations élevées. On voit les grandes villes, on voit les zones urbaines, on voit des zones en Europe qui sont notoirement polluées, comme la vallée du Pô, certaines grandes villes un peu partout dans le monde où on sait qu'il y a des activités qui génèrent beaucoup de polluants. Alors, c'est quoi les activités qui génèrent beaucoup de polluants? Il y a d'une part tout ce qui est production d'électricité, tout ce qui roule avec des moteurs à combustion, donc tous les systèmes de transport. Il y a les chauffages qui sont aussi des phénomènes de combustion. Et alors, il y a aussi indirectement qui va dégager des particules qui vont aussi être des polluants importants. Il y a toutes les activités d'épandage et d'élevage. Et donc, toutes ces activités combinées vont générer des gaz et des particules dans l'atmosphère qui ont un impact sur la santé. Et donc, nous, c'est vraiment ça qu'on étudie. Au jour le jour, on a des cartes tous les jours de ces polluants à tout endroit. Alors, au début du confinement, avant que le confinement arrive à Paris, donc au mois de mars, nous, on a observé de loin ce qui se passait en Chine, mais on ne se disait pas que ça allait arriver jusque chez nous, donc on a observé ça de loin. Et c'est seulement quand le confinement a commencé à Paris qu'on s'est dit, oulala, mais il faut que là, on commence à regarder si on voit un impact de ce confinement. Donc, le fait qu'en Chine, les moyens de transport, les industries soient à l'arrêt, est-ce qu'on voit ça dans nos cartes de pollution? Alors, ce n'est pas très facile à voir parce qu'il faut bien sûr comparer il faut comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires. Et donc, il faut comparer aux mêmes périodes des années antérieures parce que tous ces polluants, ils ont des cycles saisonniers. Et donc, ça ne marche pas de comparer ce qui se passait le mois d'avant ou encore 2 mois avant. Il faut comparer la même chose sur les années antérieures. En plus, pour complexifier le tout, ces polluants, ils vont dépendre des conditions météo. Donc, s'il y a plus de vent, s'il y a plus de pluie, les polluants peuvent être dispersés plus facilement. Vous savez ça, pour avoir des épisodes de pollution, par exemple au-dessus de Paris, il faut un temps très stable, il ne faut pas qu'il y ait de vent, il ne faut pas qu'il y ait de pluie. Et donc, il fallait qu'on recherche dans nos données intérieures des cartes avec les mêmes conditions météorologiques et la même période de l'année. Et c'est ce qu'on a fait pour la Chine. Et on a pu observer de manière vraiment flagrante, ça saute aux yeux à l'œil nu, qu'il y avait une baisse de ces polluants importante dans toute la zone qui était confinée en Chine, c'est-à-dire la zone entre Wuhan et Beijing. Et là, on observe à peu près moins 40% de chute de polluants. Alors, pourquoi ce n'est pas à zéro? Parce que les gens ont continué à chauffer chez eux, etc., puisqu'ils étaient confinés chez eux. Alors ça, c'est au-dessus de la Chine. Maintenant, les polluants, ils sont partout, mais il y a, en tout cas dans les villes européennes, ils ont plutôt tendance à baisser.
Et donc, on s'est demandé ce qui se passait au-dessus de Paris. Alors, au-dessus de Paris, en Chine, ce qu'on a observé facilement, c'est le monoxyde de carbone, parce que ça, comme il y a encore beaucoup de chauffage au charbon et d'industries qui génèrent de l'électricité en brûlant du charbon, c'est un traceur qu'on voit très, très bien par satellite et qui est très facile à détecter. Donc, c'est celui qu'on a utilisé pour la Chine. En France, comme on ne se chauffe plus beaucoup au charbon, eh bien, le polluant le plus important, ce sont les particules. Et donc, on ne dépasse plus jamais les seuils qui sont nocifs pour la santé en monoxyde de carbone. Donc ici, ce qu'on a cherché à voir, ce sont les particules. Et on a commencé à chercher ce qu'on voyait vers le mois de mars, avril, quand on a commencé à être confiné. Et surprise, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des niveaux assez élevés de pollution en particules au-dessus de Paris, notamment fin mars, début avril. Alors, rappelez-vous, pendant le confinement, il faisait très beau, très chaud, les masses d'air étaient très peu remuées. Et donc, ce sont typiquement des conditions très favorables pour le développement d'épisodes de pollution qui s'installent et qui restent là de manière importante. Si vous vous souvenez peut-être des années antérieures, c'est typiquement en mars-avril qu'on a ces événements où après les transports en commun sont gratuits, etc., pour essayer de faire baisser les seuils de pollution. Eh bien, c'est ce qui s'est passé au mois de mars. Et alors, on s'est dit, mais pourquoi il y a ces seuils de pollution alors que, justement, on a limité très fortement le trafic automobile, hein, toutes les mesures avec tous les réseaux TomTom, etc., montraient que le trafic automobile s'était écroulé avec le confinement. Vous voyez à l'œil, d'ailleurs. Et malgré ça, on avait des pics élevés de pollution. Et donc, il faut savoir que cette pollution en particules, ça vient essentiellement de 3 facteurs. Donc, le chauffage, y compris les feux de cheminée, le trafic automobile, et un 3e facteur, ce sont les épandages d'engrais dans les champs, ces épandages d'engrais, en fait, c'est de l'ammoniac qui, en se dégradant dans l'atmosphère, va se transformer en particules. Et donc, ce qui s'est passé à la fin du mois de mars, il y a eu des épandages dans les champs, comme souvent à cette période, mais très, très concentrés dans le temps. Et donc, nous, on a pu analyser ça dans le détail, et la pollution en particules, on a pu voir, en fait, très, très clairement dans nos données, beaucoup plus clairement que certaines autres années, que c'était quasi entièrement lié à ces épandages d'engrais qui avaient été très intensifs et surtout très raccourcis dans le temps par rapport à d'autres années, qui avaient conduit à ces pics de particules qu'on a continué à observer. Donc, on a pu expliquer, et on a fait un article là-dessus, pourquoi ces épandages d'engrais avaient conduit comment ces épandages d'engrais avaient conduit à des pics de pollution qu'on observait facilement, et on pouvait expliquer, en fait, avec les données satellites, comment et où les épandages d'engrais, portés par les vents, avaient fini par faire monter la pollution au-dessus de Paris. Et là, la toute dernière chose que je voulais vous raconter, c'est qu'il y a eu un tas de fausses informations qui ont circulé aussi à ce moment-là pendant les périodes de confinement, et des informations qui ont été reprises par des collègues on va dire, qui ne sont pas nécessairement du domaine, ou surtout par des hommes politiques. Par exemple, j'ai entendu une interview de Anne Hidalgo qui reprenait certaines informations. Et une des fausses informations qui a circulé, c'était que la pollution en particules transportait le virus. Et les titres que les journaux ont repris, c'est « La pollution, une autoroute pour les virus ». Et donc, une autoroute pour la Covid-19, par exemple. Et donc, quand on a essayé de regarder de plus près d'où ça venait, alors en fait, ce n'est pas du tout basé sur une publication, c'est basé sur quelque chose qui est paru sur le web par des chercheurs italiens, mais je ne sais pas, l'idée a bien plu, donc elle a été reprise par plein de médias. Et donc, il faut bien vous dire que l'étude des corrélations entre les choses, c'est un art en soi. Et donc là, par exemple, le fait que cette pandémie prenne naissance en Chine et apparaissent en Europe, par exemple, via la Lombardie, qui est une région notoirement très polluée, hein, on voit très, très bien avec le satellite, certains ont fait un raccourci en disant, voilà, ce sont des régions très polluées, donc ça veut dire que la pollution transporte le virus. Alors, si c'était vrai, vous imaginez les conséquences sanitaires que ça aurait, parce que ça veut dire que si vous êtes en train de faire votre jogging au centre de Paris, là où vous respirez la pollution, ça veut dire que si vous toussez en faisant votre jogging, eh bien, le gars qui habite à 5 km de là, et les particules, elles voyagent je veux dire, en 1 heure, elles sont dans la banlieue parisienne. Ça veut dire que la personne qui fait son jogging de l'autre côté, quelque part en banlieue, est susceptible de récupérer
la Covid-19 que vous avez excrétée. En fait, ça paraissait vraiment compliqué et c'est plutôt, il faut prendre le truc dans l'autre sens, c'est plutôt en fait le fait que les populations qui habitent dans des zones qui sont déjà très polluées et qui sont déjà affectées naturellement dans leur santé, les asthmatiques, les personnes âgées, toutes les personnes plus faibles, sont déjà affectées par la présence de cette pollution. Et donc, rajouter le virus en plus de ça, qui a le même impact, on va dire, sur le cœur, les poumons, etc., ben, c'est un truc en trop. Donc, ces populations-là sont d'autant plus vulnérables. Mais voilà, je vais conclure là-dessus. Mais donc, tout dans tout, pour nous, ça a été à la fois un moment pas facile parce que travailler à distance avec l'équipe, on a l'habitude de travailler fort en collaboration, c'est pas facile, mais on a trouvé en tout cas un sujet intéressant et qu'on n'avait pas du tout vu venir de voir si on pouvait surveiller cette pandémie par satellite. On a pu voir aussi qu'il y avait un transfert de l'information qui se faisait beaucoup plus vite et beaucoup plus mal que d'habitude, c'est-à-dire que les médias n'attendaient pas que les publications scientifiques paraissent pour faire des grands titres autour de cette pandémie. Et nous, on a appris tout un tas de choses en travaillant pendant cette période un peu compliquée. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Cathy. Peut-être pour démarrer les échanges entre vous, vous avez peut-être des commentaires et des questions sur vos exposés respectifs, mais on pourrait peut-être parler du coup des leçons qui sont à tirer de cette crise au plan environnemental. Est-ce qu'on en attire des leçons? Quelles leçons peut-on tirer? Et puis après, peut-être dans un deuxième temps, parler des mesures concrètes qui pourraient être, dont on pourrait faire la publicité pour aller vers moins de dégradation de l'environnement. Cathy ou Gilles, comme vous. Ok. Alors, moi, je peux commencer par une question. Du coup, les gens me demandent souvent, oui, mais alors ça veut dire qu'avec tout ce qu'on a mis à l'arrêt pendant la période de confinement, ça veut dire qu'on doit faire ça pour avoir moins de pollution et moins de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas vivable. En fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ça montre des pistes comme quoi il faut changer la manière de produire de l'énergie. En fait, c'est ça que ça montre. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter tout système de transport ou de faire fonctionner les industries. Ça montre juste qu'il faut absolument développer des technologies plus propres pour qu'on dégage moins de gaz, soit de gaz polluants, soit de gaz à effet de serre. Et ce qui s'est passé pendant cette pandémie nous a montré que si on fait des efforts, on a un impact direct sur la qualité de l'air. Vous avez vu tous les images des animaux qui circulaient dans Paris, etc. Donc, ça se voit tout de suite. En fait, l'air était même en Chine, ça se voyait tout de suite. L'air était beaucoup plus transparent que ce qu'il est d'habitude. En fait. Gilles, peut-être? Moi, je reviens le 16 mars 2020, quand le président Macron prend la parole ce lundi soir. Il va nous confiner à partir du lendemain à midi. Et il va dire: le jour d'après ne sera en aucun cas un retour au jour d'avant. Imaginez, pour un écologue comme moi, à Sorbonne Université, j'en tombe de ma chaise. C'est magnifique. On va enfin faire les efforts qu'il faut faire. Et j'ai beaucoup aimé l'approche de Cathy tout à l'heure quand elle explique ce qui se passe. Et évidemment qu'il faut qu'on fasse différemment, c'est absolument clair. On a vu le même exemple d'ailleurs lors de l'arrêt des avions aux États-Unis après l'attentat contre le World Trade Center en 2001. On a vu plusieurs événements comme ça où on voit qu'on peut fortement améliorer la qualité de l'environnement. Comment est-ce qu'on fait? Mais tout est dans la démesure. Je vais revenir aux avions, Cathy. Pourquoi le nord de l'Italie a-t-elle été touché? Évidemment, ce n'est pas la pollution chinoise qui est arrivée là. C'est qu'il y avait un vol tous les jours, Wuhan, nord de l'Italie. Et ça veut dire que ces gens qui avaient ces avions, on a des cartes magnifiques, Cathy, nous, du transport du virus dans les 30 premiers jours. Hein. Tous les pays qui avaient des vols directs de la Chine se sont récupérés le coronavirus tout de suite. Alors, ce n'est pas l'avion qui transporte le virus, c'est l'avion transporte des gens qui hébergent le virus, bien évidemment. Hein. Le virus, il ne reste pas accroché sur les ailes de l'avion à moins 50. Hein. Taïwan a bloqué les avions chinois. Taïwan ne doit pas avoir 50 morts hein, depuis le démarrage de la pandémie. Ils sont 8 millions. Les Coréens du Sud sont aussi nombreux que les Français. Ils ont infiniment moins de mortalité que nous parce qu'ils ont pris des décisions effectivement drastiques. Quand on dit dans un pays, le masque ne sert à rien le fin mars 2020 et que maintenant, on veut mettre un masque aux gamins de 3 ans, il y a un problème quelque part de communication. Alors, ça, on peut le discuter. Ce qui est clair, et nous, on s'est fâchés écologues, c'est quand ils nous ont dit on ne savait pas. Relisez tout ce qu'on a écrit, y compris à Sorbonne Université, depuis le début des années 2000. Hein. On va se prendre une pandémie. Les avions, je reviens aux avions, je ne suis pas contre les avions, mais vous savez combien d'avions volaient le 20 janvier 2020 100 000 vols déposés. Ben voilà.
Alors, quand on me dit aujourd'hui la DGAC, on va revenir quand au nombre d'avions qu'on avait avant? Mais surtout pas, surtout pas. Et puis récemment, j'ai eu une très belle anecdote à vous raconter, je ne résiste pas à vous la conter. Le patron des EasyJet qui dit « C'est scandaleux, le test Covid coûte plus cher que le billet d'avion. » Ben voilà le problème. Est-ce qu'on peut transporter des gens à l'autre bout de la planète pour quelques euros ou dizaines d'euros? Il se vend en ce moment des billets à moins de 5 euros pour aller au Maroc, pour aller en Grèce, pour aller aux Baléares, aux Canaries. Voilà. Donc, et là, je suis entièrement, Cathy, c'est qu'on est dans la démesure. Donc, comment est-ce qu'on revient dans un système? Alors, les avions, on voit de plus en plus vertueux, je suis entièrement d'accord. Mais quand est-ce qu'on paiera un billet d'avion au prix réel, dans la mesure où on ne mesure pas les externalités et les impacts sur l'environnement? C'est ça, je veux la question. Et c'est là que je voudrais que cette crise actuelle, si on peut l'appeler crise, nous fasse réfléchir un petit peu plus et nous fasse prendre la mesure de nos fragilités. Juste une question, Cathy. Moi, je me suis beaucoup intéressé. À un moment, j'ai présidé les assises du transport aérien quand Nicolas Hulot était au ministère. Quelle est la taille de ces particules fines qu'on évoque? Parce qu'on avait évoqué le fait que sur un aéroport, l'apport de millions de taxis qui amenaient les passagers était presque plus important que l'atterrissage et décollage des avions. Alors, la taille des particules, celle qu'on surveille, c'est entre 1 à 10 microns. Donc, on a des marqueurs qu'on appelle PM2.5, c'est la taille, c'est 2.5 microns, PM10, c'est 10 microns. Et pour vous donner un ordre de grandeur, un cheveu, c'est 40 microns. Une particule, c'est tout et n'importe quoi. En fait, ça peut être des pollens, ça peut être du sable, ça peut être des cendres volcaniques, ça peut être des composés agglomérés de composés chimiques un peu solides. Et donc, c'est tout ce qu'on respire et qui est dans l'air et qui est solide, en fait. Et donc, voilà, mais par rapport au taxi, même si on fait… Alors, les voitures sont de plus en plus propres, donc le taux de particules, les gens ne savent pas trop ça, mais ça a plutôt tendance à baisser, en tout cas dans les villes européennes depuis des années. Mais par exemple, même si on passait toute la flotte à l'électrique, l'usure des pneus va continuer à dégager des particules. Et donc, ça, c'est un problème aussi. Et moi, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit à propos du coût des billets d'avion. Et c'est vrai que si on incluait dans le coût des billets le coût environnemental, hein, rien qu'en montrant le CO2 que ça dégage, en fait, le train est très… sur un plan environnemental, le train, c'est un très, très bon moyen de transport. Mais si vous partez en vacances le mois prochain et que vous regardez le coût des billets de train ou le coût de billets d'avion pour aller à la même destination, hein, si vous prenez, je ne sais pas, vous voulez aller dans le nord de l'Italie ou dans le nord de l'Espagne, mais vous allez voir que vous allez toujours trouver un billet d'avion moins cher que le train. Et en fait, ça ne va pas. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Parce que, imaginons, par exemple, mon équipe, on est 12. Si on veut tous aller à la même conférence à Londres, eh bien, ça va coûter moins cher de prendre un Paris-Londres en avion que faire en Eurostar. Et ça ce n'est pas possible, en fait. Voilà, c'est le genre d'aberration que je trouve qu'il ne devrait plus exister et tout le monde le sait, on en parle, mais les décisions courageuses à prendre au niveau politique, qui devraient probablement être prises au niveau européen, on tarde à les prendre. Et je pense qu'on devrait profiter de cette pandémie justement pour faire avancer les choses dans le bon sens à ce niveau-là. Merci Cathy, on est entièrement d'accord. Et peut-être l'un et l'autre, ce qui me frappe chacun dans vos deux exposés, c'est que on peut parler aussi d'agriculture, parce que Cathy, vous avez parlé de l'épandage, etc. Gilles, de la baisse de la biodiversité qui est liée bien sûr à la déforestation. Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des choses à imaginer sur ce plan-là, l'un et l'autre? Bien sûr, la déforestation, par exemple, on accuse toujours les grands groupes, les pays industriels. Aujourd'hui, la forêt tropicale, elle n'est pas détruite que par les grands groupes, hein. Vous avez 700 millions de femmes en Afrique qui vont tous les jours dans la forêt ramasser du bois pour chauffer de l'eau. Quand est-ce qu'on va les aider à passer de la préhistoire à un système différent sans passer par la case charbon et pétrole, hein? On a les moyens technologiques pour le faire. Mais comme dit Cathy, ça ne percole pas, ça ne sort pas. Bon, il y a des niveaux de corruption aussi dans beaucoup de pays qui font que les aides que l'on peut apporter n'arrivent pas à la cible de destination. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut résoudre, hein, sur les questions de pollution, de destruction de la vie dans les sols, les questions aussi, bien sûr, de surexploitation des ressources, la forêt, la pêche, le gaspillage de l'eau. Le climat, c'est plus compliqué parce que, tout à l'heure, Cathy l'a bien dit, hein, la rémanence de ces polluants dans l'air, le CO2 qu'on respire à tous ensemble, là où qu'on soit, la moitié à 100 ans. Donc, ça veut dire que je ne vais pas commencer à m'accrocher avec les gens qui ont émis du CO2 il y a 100 ans, alors qu'on n'en a jamais émis autant qu'aujourd'hui. Donc, c'est là qu'il y a vraiment une position à avoir générale. Et pour ça, il faut de la science. Et là, je vais suivre ce qu'a dit Cathy tout à l'heure sur les informations. Qu'est-ce qui m'a vraiment fait très mal? Je vois qu'il y a Philippe Janvier qui est là, que j'aime beaucoup, qui est un grand ami.
Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On passe notre temps, depuis un an, à asséner des opinions, surtout pas de la science. Et ça, c'est dramatique. Toutes ces fake news dont on est absolument envahi. On a dit tout et n'importe quoi. Le virus a été inventé par un labo. Je ne dis pas qu'il n'avait pas été disséminé à travers un labo qui l'avait abrité. On ne l'a pas créé. On a créé les conditions de cette dissémination. C'est différent. Quel est l'intérêt d'un labo de produire un virus dangereux pour tout le monde, qui va les auto-empoisonner les premiers? Tout est à l'avenant, en fait, aujourd'hui. Et une grande partie des mesures qu'on a prises pour nous protéger ne sont basées sur aucun fait scientifique. Donc, c'est là que comment est-ce qu'on réagit? La science. Deuxièmement, bien sûr, le monde politique, on l'évoquait à l'instant. Troisièmement, les citoyens. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Comment on fait? Comment on travaille collectivement avec beaucoup plus d'entraide et d'amour que ce qu'on fait aujourd'hui, avec les ONG, bien sûr. Et enfin, quatrième aspect, les entreprises. Ça va vous surprendre, mais je ne pense pas qu'on puisse modifier. Ça suit ce que disait tout à l'heure aussi notre ami. On ne modifierait pas le système si l'entreprise ne s'empare pas massivement de ces questions-là. S'il laisse tout partir à volo, il n'y aura plus de business. Peut-être pour compléter un peu sur les épandages, c'est vrai qu'on parle beaucoup des épandages d'engrais et en particulier de l'ammoniac parce que ça reste un polluant très difficile à mesurer par rapport à d'autres polluants, donc il est moins bien contrôlé. Au niveau européen, il est moins réglementé que les autres, justement parce qu'il est difficile à mesurer. Mais on en parle beaucoup aussi parce qu'on a mieux réussi à contrôler d'autres sources de polluants. Par exemple, le transport, c'est quand même, les émissions liées au transport, c'est quand même beaucoup amélioré ces dernières années. Donc, si la pollution baisse à Paris, c'est essentiellement parce qu'on a fait et des efforts d'isolation des bâtiments et des efforts dans les moteurs à combustion. Donc, il y aura encore un saut important quand on va passer au tout électrique et quand on se débarrassera notamment du diesel. Mais du coup, celui qui reste, en fait, on va dire celui sur lequel on n'a pas encore fait beaucoup d'efforts, ce sont les épandages d'engrais, qui n'étaient pas la source dominante il y a quelques années, mais qui le devient puisque les autres sources sont mieux contrôlées. Et donc, il y a des techniques, en fait, pour toujours même en utilisant des engrais basés sur les composés ammoniac, mais il y a des techniques, en fait, pour pas que ça se volatilise aussi facilement. Mais évidemment, c'est un peu plus cher, un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et donc, là aussi, c'est des technologies à apprendre, c'est conscientiser les agriculteurs, mais qui n'ont pas toujours les moyens de mettre des technologies plus élaborées en œuvre, etc. Et alors, il y a toute l'agriculture bio et tout ça qui doit se développer aussi et qui, je pense, va aider aussi à faire aller les choses dans le bon sens. Et peut-être pour continuer sur cette question-là, là, on est au cœur de comment on agit pour une meilleure prise en compte, compréhension scientifique de la Covid-19 et de l'urgence écologique. Et donc, comment on en parle aux citoyens aujourd'hui, comment on en parle aux décideurs? Quel est votre point de vue là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la compréhension et donc derrière l'action? Pour la compréhension, il faut de la science, de la vraie science. Ça veut dire que les gens puissent s'exprimer, travailler. Vous savez, il y a un énorme problème depuis un an qu'on a bien vécu à Sorbonne Université. On a confondu la science établie avec la science en marche. Étienne Klein nous en parle très, très bien depuis quelque temps. En fait, une science établie, la Terre est ronde, l'eau fond, effectivement, l'eau se prend en masse à 0 degré, elle s'évapore à 100 degrés. Et puis, la science en marche, c'est des choses qui, effectivement, sont en cours de route. Par exemple, aujourd'hui, vous allez dans la rue et vous demandez à un quidam, est-ce que telle molécule marche contre le coronavirus? Le type, il a une opinion, il n'en sait absolument rien, mais il donne une opinion. Et même le monde médical, je dois le dire, le monde scientifique, c'est aussi prêté à l'histoire. Moi, je ne vois pas pourquoi on va interdire à un médecin d'utiliser quelque chose s'il pense vraiment que ça marche. Il n'y a aucune raison de le lui interdire. Et ensuite, bien sûr, on progresse. Aujourd'hui, je suis aussi assez ahuri de voir qu'on est dans un pays où le vaccin fait plus peur que le virus. Là, j'avoue qu'il y a un énorme effort de science à faire à ce niveau-là, expliquer à nos concitoyens ce qu'il se passe. Et tout ça, mis bout à bout, amène à finalement une remarque générale au niveau de l'entreprise que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'il faut changer la mentalité de base. Et aussi, tout à l'heure, Cathy l'a évoqué, on va aller le plus vite, le moins cher possible. Qu'est-ce qui a tué aujourd'hui le système agricole? On leur a dit, produisez beaucoup plus, le moins cher possible. Ça ne marche pas. Le low cost est terrible pour le prix des billets d'avion, on l'a dit, parce qu'on ne tient pas compte des externalités. C'est exactement pareil pour l'agriculture. Si on paye décemment le travail agricole, ils arrêteront ces pesticides. Donc, c'est un aspect qui est très politique. Puis je dirais enfin qu'aujourd'hui, il faut expliquer à tout le monde, aux citoyens, aux chefs d'entreprise, qu'on ne peut plus continuer une activité qui consiste à faire du profit, à gagner de l'argent en détruisant la nature, en la surexploitant. Voilà. Et si on continue comme ça, vous allez voir que des coronavirus nouveaux vont débarquer.
Et moi, je faisais un parallèle, je suis très d'accord avec tout ce que Gilles vient de dire, je faisais un parallèle aussi beaucoup quand les gens s'expriment tous sur ce qu'ils pensent sur le corona, les vaccins, etc. Je fais vraiment un parallèle sur ce qui se passe autour du climat. Plein de gens ont une opinion sur le climat et en fait, on peut avoir une opinion sur le fait on peut pas avoir une opinion sur les bases de la science. Donc, la mer monte, les températures augmentent. Ça, c'est un fait scientifique, en fait, c'est indiscutable. Par contre, vous pouvez avoir une opinion sur le fait que voilà, l'humanité va plus ou moins bien s'en sortir, étant donné ces données scientifiques. Et bien, sur le Covid, c'est la même chose, en fait. Tout le monde a une opinion, tout le monde pense que, tout le monde croit que. Et donc, c'est vraiment frappant, en fait, comme les gens différencient mal les faits scientifiques des opinions. Et je veux bien qu'il y ait un fait, on peut dire qu'un fait scientifique, c'est une opinion sur laquelle tout le monde est d'accord, mais c'est une opinion qui est étayée avec des publications scientifiques, etc. Et donc, moi, je fais vraiment bien le parallèle sur tout ce qui se passe autour du climat et tout ce qu'on entend autour de cette pandémie, quoi. Donc, moi, je me garderais, par exemple, vraiment, absolument d'émettre tout commentaire sur ce que je pense qu'il va se passer pour le Covid, etc. Ce n'est pas mon boulot, je ne connais pas. Donc, je suis vraiment catégorique quand on m'interroge là-dessus. Je ne dis pas, je pense que, je crois pas que. Moi, j'ai fait vraiment confiance aux scientifiques qui s'expriment dans leur domaine, en fait. Ce que, au passage, votre magazine de Conversation fait très, très bien. Donc, c'est très utile pour ça d'avoir des scientifiques qui connaissent leur sujet, en fait. D'ailleurs, ça transparaît bien dans l'ouvrage que Sorbonavirus, tu vois, Cathy, c'est bien. C'est cette pluralité-là de gens dans des domaines très différents. Et ça, moi, je suis ravi et je félicite les gens qui ont eu cette idée-là, Annick en particulier. Il nous fallait ça finalement, et ça permet ces débats qu'on a là aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec Cathy, on parle de ce qu'on connaît en fait. Hein. Mais c'est très grave aujourd'hui ces fake news parce qu'ils viennent nous empoisonner l'existence. Moi, je vois les enfants aujourd'hui. Hein. Comment on communique avec les enfants? Ça, c'est absolument dramatique. Quand est-ce qu'on dit à une petite fille, à un petit garçon à 3 ans qu'il est fait d'eau, de cellules et de sel? Il ne le sait pas. Et s'il ne le sait pas, le polytechnicien ou l'énarque ne le savent pas non plus. Voilà pourquoi on a absolument besoin de science. C'est tellement, tellement, tellement la vraie. Et c'est bien le rôle d'une université de faire ça. Et aussi de conversation que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup participé aussi et j'adore avec mon ami Pourquerie. Merci. Et pour ce qui est de l'aspect décideur, du coup, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a des choses qui sont mises en place, il y a des COP qui existent. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce qu'on a encore du temps pour mettre en place ce qu'on est en train de mettre en place? Tu sais, j'ai participé à la COP 21 et j'étais conseiller au ministère à l'époque. Donc, on était venu pour des buts précis. Ça a été pour moi une superbe réussite diplomatique. Quand 195 pays se mettent d'accord sur un truc, c'est quand même fantastique. Et pire, mieux que ça, je vous dirais, les gens ont appliqué ce qu'ils avaient dit moins d'1 an après. Le 6 novembre 2016, les pays avaient appliqué ce qu'ils allaient faire. Alors après, je serais beaucoup plus réservé, je suis comme Cathy, sur la réussite écologique, hein, environnementale. Alors, moi, j'oscille beaucoup. Combien coûte une COP? C'est gigantesque. Est-ce qu'il faut faire une COP climat tous les ans? On a fait IPBES pour la biodiversité. On a fait le GIEC, IPCC pour le climat. En tout cas, quand des centaines de scientifiques et des milliers se mettent d'accord, travaillent à partir de milliers de publications, Cathy l'a dit aussi, on arrive sur des bases sur lesquelles on peut se rejoindre. Sur les façons après de faire mieux, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là que le monde politique, moi je fais une grosse différence entre le scientifique, son boulot, c'est pas de prendre des décisions. Hein. Moi je ne voudrais pas un monde dirigé par des scientifiques, ça ne marcherait pas. Il y a beaucoup trop de querelles d'école, on l'a vu là. À un moment, la science française, c'était un match Marseille-Paris, hein, pour parler de science. Donc c'était un peu inquiétant. Hein. Mais par contre, le monde politique doit s'appuyer beaucoup plus sur le monde scientifique. Mais je ferai un petit reproche quand même au conseil scientifique actuel de la Covid parce qu'il est pas assez pluraliste. Je me suis battu pour 1 an pour faire admettre un vétérinaire dans la commission, avec mes copains de l'Académie vétérinaire de France. C'est une maladie de chauve-souris. Les coronavirus ont été décrits par des vétérinaires, pas par des médecins les premiers, et les vétérinaires avaient déjà vacciné des animaux. Alors, je pense qu'avec plus de pluralisme, pour qu'on ait un vrai conseil scientifique solide, il faut qu'il soit pluraliste, pas uniquement des médecins urgentistes. Cathy, peut-être sur cette question? Oui, donc la COP, c'est la conférence des parties, c'est comme le point d'orgue des discussions autour du climat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les scientifiques qui travaillent dans le domaine, eux, ils travaillent en continu. Et donc là, c'est vraiment le monde politique qui vient rajouter une surcouche et ça fait un petit accélérateur, un effet d'accélération sur les décisions qui sont prises.
Et donc, je pense que ces rencontres qui sont en général aussi appuyées par des scientifiques sont vraiment importantes pour faire avancer les choses un peu plus vite. Et ça a des impacts qu'on ne mesure pas toujours, donc je trouve que ça ne va pas assez vite et pas assez loin, mais ça avance quand même dans le bon sens et les COP permettent vraiment de structurer ça, en fait. Parce que je pense que, voilà, c'est un peu dans la même idée il faut que des pays montrent l'exemple, en fait. Et à bout d'un moment, ça va devenir trop honteux pour certains autres pays qui ne suivent pas ce schéma-là. Et donc, il faut que ça bascule dans le sens des pays vertueux. Et voilà, ça va quand même dans mon sens, parce que la Chine fait des annonces, les États-Unis, maintenant que Biden est réélu, fait des annonces aussi. Et donc, c'est vraiment cet effet d'entraînement sur lequel il faut jouer. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va commencer à prendre des questions du chat. On n'en a pas beaucoup, donc n'hésitez pas à les poser. Encore une fois, je les transmets à nos invités. J'ai une question à Monsieur Gilles Boeuf. Y a-t-il un lien entre le projet One Health proposé il y a 20 ans et le domaine d'intérêt majeur One Health? Oui, bien sûr. Mais après, c'est la déclinaison qu'on a fait en France. On a mis du temps en France à s'en emparer, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. On a lancé l'idée, c'est super intéressant, tout le monde était OK, mais c'est récent. Moi, je suis allé à l'Académie de médecine il y a quelques mois, à l'Académie de médecine vétérinaire aussi. Ça y est, il y a eu un débat. On a eu un débat le 1er octobre dernier à l'Assemblée nationale, lancé par des députés, par Yolande de Courson et Loïc Dombreval, qui sont Dombreval est vétérinaire lui-même. Et avec ces académies, avec le monde scientifique, on commence à s'en emparer. Et ce qui me plaît beaucoup en France maintenant, c'est que les régions s'en emparent. Par exemple, il y a un gros projet One Health au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Il faut des pilotes dans l'avion. Et comment est-ce qu'on va faire avec, effectivement, parce qu'il y a des relations incroyables, je prends la Nouvelle-Aquitaine comme exemple que je connais bien, entre des pathologies humaines et puis les épizooties sur les canards, par exemple, hein, sur les cochons. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on le regarde. On ne peut pas continuer comme ça à faire de la promiscuité, à mettre en même temps autant d'animaux domestiques sans danger. Et si en plus, comme ils le font en Chine, eh bien, on rajoute des animaux sauvages mélangés, ramenés de partout sans aucune précaution, bah, il se passe ce qui se produit là. Ce n'est pas par hasard si depuis 20 ans, les principales pandémies et zoonoses sont parties de Chine. Hein, ce n'est pas le hasard. Mais ce n'est pas toujours que la Chine. Rappelez-vous la grippe aviaire. J'étais président du muséum à l'époque, qui venait, il venait du nord de la Chine, à la frontière avec la Russie. Et on m'avait dit, on va vous tuer tous vos oiseaux du jardin des plantes. Mais c'est quoi ce truc-là? Et on se rendait compte que le virus, il suivait exactement la ligne du transsibérien. Donc, je leur avais dit, mais comment ils faisaient les virus pour venir en Europe quand il n'y avait pas de train? Et on découvre un trafic de poussins de un jour dans le train. Vous voyez, c'est là toujours qu'il faut de la science pour aller voir ce qui se passe et pour expliquer. Et on a laissé tranquille les oiseaux migrateurs. Alors, peut-être Cathy Clairbeau, une question pour vous. Vous nous avez parlé de la pollution de l'air, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les maladies qui sont liées à la pollution de l'air chez l'homme? Alors, le fait qu'on parle de plus en plus de pollution, on en parle beaucoup plus qu'il y a 20 ans, par exemple, ce qui est paradoxal chez nous, par exemple, en France, puisqu'il y a moins de pollution qu'il y a 20 ans, en tout cas qu'il y a 10 ans. Le fait qu'on en parle de plus en plus parce qu'on connaît de mieux en mieux les impacts sur la santé. Et donc, des polluants qui sont au-dessus des grandes villes en France, donc c'est en numéro 1 les particules, c'est celles qui ont le plus d'impact sur la santé, ça va avoir un impact sur le cœur et les poumons. Donc, c'est essentiellement, vous ingérez une particule au lieu de… Enfin, ce qui est utile à votre organisme, c'est d'ingérer l'oxygène qu'il y a dans l'air, donc O2, et vous ingérez en plus ces particules. Donc, ça veut dire que votre système cardiovasculaire doit digérer cette particule. Et donc, ça lui demande un travail supplémentaire. Et donc, ça va avoir un impact direct sur les poumons et aussi sur tout le système cardiovasculaire. Après, il y a les gaz à haute concentration qui peuvent être polluants aussi. Au printemps et en été, parce qu'il faut de l'ensoleillement solaire, on va retrouver l'ozone. C'est un gaz irritant, là aussi, de nouveau, pour les bronches, ça fait piquer les yeux, etc. L'ozone. Et alors, en hiver, on a aussi le NO2. Ça, c'est les 3 qu'on va rencontrer au-dessus de la France. En Chine, ils en ont d'autres, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a combustion du charbon. Et donc, en Chine, il y a encore beaucoup de monoxyde de carbone, il y a beaucoup de SO2. Et donc, tous ces polluants combinés ont un impact. C'est assez difficile à dire l'impact combiné de tous ensemble, mais en tout cas, c'est relativement bien documenté quand on a des épisodes de pollution chargée en particules. On peut surveiller les taux d'admission dans les hôpitaux. Et c'est pour ça qu'on a fait une corrélation entre… on voit que ça a un impact sur la santé parce qu'on voit directement que les personnes plus faibles, les personnes âgées, les asthmatiques, les jeunes enfants, ont tendance à faire plus de bronchiolite et plus toutes ces maladies liées au système cardiovasculaire. Très bien, merci. Et peut-être du côté de Gilles,
Est-ce que on continue d'avoir ce risque d'avoir d'autres zoonoses, de nouveaux coronavirus qui pourraient arriver? Est-ce que c'est un risque qu'on peut mesurer aujourd'hui ou est-ce que c'est trop se projeter dans l'avenir que d'en parler dès à présent? Mais est-ce qu'il est mesurable et est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Bah, pour nous, biologistes, oui, on va s'en prendre une autre si on ne fait pas attention, hein. Il n'y a aucune raison. Il y a un joli papier sorti récemment qui dit que c'est peut-être le premier d'une longue série. Alors, ce n'est pas le premier du tout, hein. Le coronavirus de 2001, là, qui était sur l'Asie du Sud-Est, au sud de la Chine, qui avait tapé à Singapour, on ne sait pas pourquoi il s'est arrêté, mais il tuait beaucoup plus, hein. Il tue 60% des gens. Là, il tue pas beaucoup, le coronavirus 19, heureusement pour nous, mais il nous fait peur quand même, et je comprends. Les séquelles aussi, maintenant, des gens qui ont été infectés posent problème. Sur les vaccins, on en a parlé beaucoup, on a beaucoup travaillé là-dessus chez nous, à Sorbonne Université aussi, bien sûr, c'est clair. Bon, quel est le temps d'immunité? Comment ça va fonctionner? La question des variants, parce que les gens ont l'air surpris, mes amis médecins, épidémiologistes savent bien que non. C'est normal qu'un virus mute. C'est quoi un virus? C'est un parasite. Mais c'est un parasite embêtant, le virus, il ne sait pas se reproduire tout seul. C'est un peu embêtant, hein. Il faut qu'il trouve une cellule cible qui va l'héberger. Et il va utiliser la machinerie moléculaire de la cellule pour se reproduire lui-même. Bah donc, il varie en permanence. Tout à l'heure, on l'a dit, hein. Donc, moi, j'exclus absolument. Encore une fois, je ne vais pas me faire l'oiseau de mauvais augure, ce n'est pas mon style du tout. Sauf que vous relisez les papiers quand même écrits dans les années 2000-2010. Relisez le rapport du Comité consultatif national d'éthique français de 2009. Il raconte exactement ce qui va se passer. Bah, relisez aussi ma leçon inaugurale au Collège de France, hein. Les gens me disent, oh là là, quand on relit ça, ben oui, mais ça venait d'où? Ça venait de l'OMS aussi, bien sûr, hein. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on fasse beaucoup plus attention dans ces promiscuités entre ces êtres vivants. En fait, je pense que c'est un irrespect du vivant. On a oublié que l'humain n'est pas tout seul, hein. On ne mange que cette diversité tout à l'heure qu'on évoquait, tu sais. On ne travaille qu'avec elle. Et là, on l'a encore dit, on ne coopère qu'avec cette diversité biologique. Donc si effectivement, on se met en dialogue moléculaire qui ne fonctionne plus, comme l'a dit Cathy à l'instant, ces questions de pollution atmosphérique. Vous savez, la pollution atmosphérique, on n'en parle pas beaucoup, elle tue beaucoup plus que le Covid-19, hein. Donc, je pense qu'il faudrait quand même regarder en face ce qui se passe. Vous savez, je terminerai là-dessus, le vivant a 4 milliards d'années, hein, moi qui m'intéresse beaucoup aux petites cellules de l'eau de mer depuis le début, des petits dinoflagellés de l'océan. Ce vivant, on a dit eau, sel, cellules, c'est très bien, bien sûr. Il a subi les pires attaques, les pires problèmes, les pires avatars, les pires agressions au cours de 4000 millions d'années. Il s'est adapté. Mais comment il a fait pour s'adapter? Il a changé. Et nous, on ne change toujours pas. Ce qui est clair, c'est que si on ne change pas, oui, on va s'en prendre d'autres. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'il est l'heure de conclure, donc on va terminer et conclure là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les deux pour ce riche dialogue qui nous a permis de bien comprendre les liens entre environnement et pandémie de Covid-19. Gilles, vous nous avez détaillé le rôle de l'effondrement de la biodiversité dans le développement des zoonoses et en particulier dans la pandémie de Covid-19. Les quelques chiffres que vous avez avancés sont frappants, avec plus des 2/3 de nos maladies nouvelles qui sont des zoonoses. Et puis, il a été frappant aussi de voir comment les mesures exceptionnelles de confinement ont eu des conséquences positives sur la qualité de l'air, comme on l'a bien compris avec Cathy Clairvaux, et puis qui nous a aussi expliqué que ces baisses de pollution, elles ne concernaient pas toutes les substances et que certaines activités, telles l'épandage dans l'agriculture, n'avaient pas été stoppées pendant ces périodes et que donc les impacts sur l'environnement persistaient. Et donc, du coup, on a bien vu ensuite la réflexion à mener là-dessus, hein, sur les leçons à tirer de cette pandémie, et puis la réflexion à mener peut-être sur notre consommation à tous. Et puis, on retient aussi que la myopie du désastre dont vous avez parlé, il faut l'éviter à tout prix, et vous avez donné quelques pistes pour une prise de conscience et puis pour des mesures à prendre. Vous avez parlé de baisse drastique du transport aérien, et puis de la nécessité de produire de l'énergie autrement, et puis de s'interroger aussi sur notre agriculture. Donc, merci à tous de nous avoir suivis encore une fois. Et puis, on vous donne rendez-vous le 8 juillet prochain à la même heure pour une rencontre sur la COVID-19 dans l'histoire des épidémies. Voilà. Merci beaucoup à tous. Au revoir.